Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Audience First. Aujourd'hui, nous accueillons Nathalie Litvin, figure du social listening chez Meltwater, 2 ans après son premier passage. Depuis des années, Lictor est partenaire de Meltwater et nous avons pu discuter de l'évolution de la place du social listening dans les entreprises, la guerre de l'attention pour les plateformes et ses prédictions en exclusivité pour 2026. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si la vidéo vous plaît. Bonne écoute! Je crois que c'est la rentrée sur Audience First. Et je crois aussi que c'est la première fois qu'on a une invitée qui vient pour un épisode 2. Donc merci beaucoup, Nathalie. Mais je suis ravie parce que j'ai un tellement bon souvenir de l'épisode 1, donc je reviens en deuxième semaine. Qu'est-ce qui a changé? On va parler de Consumer Insight, on va parler des tendances de 2025 et de 2026, et surtout on va parler de social listening. Qu'est-ce qui a changé dans l'industrie selon toi depuis notre dernier podcast? Beaucoup de choses, je dirais, s'il y avait un mot qui résume tout, c'est le professionnalisme. Toujours plus de professionnalisme, je trouve. À la fois côté client, avec des clients qui sont de plus en plus pointus, qui le comprennent de mieux en mieux. Et ça, c'est vraiment très, très chouette parce que ça permet d'aller encore plus loin et encore plus loin dans la valeur qu'on apporte. Et puis, au niveau des opérateurs, des providers de data comme nous, comme Meltwater, évidemment, l'IA qui est de plus en plus présente, prégnante et pourvoyeuse de valeur. Et puis, l'expertise humaine aussi, c'est-à-dire que toutes ces évolutions, elles nous tirent, nous aussi, les humains qui sont derrière tout ça, parce qu'on compte encore quand même beaucoup, à être meilleurs et à inventer des nouvelles choses et à apporter plus de valeur. Je crois que c'est ça qui change, qui a toujours évolué positivement depuis une dizaine, une quinzaine d'années qu'on fait du social listening et qui ne s'arrête pas. Et ça, c'est une super nouvelle. Moi, j'aime bien parce que ça nous oblige à rester très alerte et à agiter nos neurones. Tu sens qu'il y a, tu sens quoi? Que le métier est plus reconnu? Ah oui, ah oui, incontestablement. Et ça, on le voit presque de mois en mois. Et aujourd'hui, le social listening, qui auparavant était un petit peu quand même, pas la dernière roue du carrosse, mais un complément, disons, un complément parmi tant d'autres, aujourd'hui est une clé essentielle d'insight, mais pas que d'insight d'ailleurs, d'informations oui, d'informations sur la réalité des choses, de la vie, pour le marketing, pour la com, pour les relations publiques, ouais. Tu pensais il y allait y avoir ces transformations-là? Si on revient 3 ans en arrière? Hem, très franchement, je dois avouer que je suis pas, je sais pas, je suis peut-être pas, enfin, je sais pas, j'ai jamais réfléchi comme ça. Mais j'ai toujours su, par contre, que j'étais sur une discipline qui était extrêmement complète, extrêmement riche, dont on pouvait tirer beaucoup de choses. J'ai toujours su ça. Sinon, j'y serais pas restée parce que moi, Mmh. j'ai un moteur dans la vie et dans ma vie professionnelle en particulier, c'est d'apprendre et de faire toujours des choses différentes. Donc si c'était complètement linéaire, et stagnant, j'y serais pas restée. Donc oui, inconsciemment, je devais l'imaginer. Honnêtement, je l'avais pas écrit comme ça. Il faut que je sois franche. Et depuis le rachat, donc par Meltwater, tu sens qu'il y a, pareil, une sorte de souffle de dynamisme, qu'il y a de l'innovation qui vient? On sent que ça, même en interne, ça bouge? Chez nous, Ouais. énormément, mais énormément. On a, alors je dis pas que l'influence avant était pas une entreprise dynamique et qui grandissait, qui innovait. Si, bien sûr, mais avec la puissance de Meltwater, il y a des équipes qui sont beaucoup plus nombreuses, il y a des investissements qui sont beaucoup plus importants, dans la technologie. Donc il y a une émulation à tout niveau qui est beaucoup plus forte et qui fait qu'on grandit beaucoup plus vite. C'est vraiment une croissance qui est très, très exponentielle. Moi, je suis absolument fascinée. Si je regarde, 2 ans ou 3 ans en arrière, où on était très, très loin de là où on est aujourd'hui et moi, j'ai appris des tas de trucs. Enfin, je suis presque plus la même professionnellement. Bon, j'ai gardé mes valeurs, hein, je vous rassure.
Ça, j'en doute pas. Si tu devais en citer qu'un, si tu devais donner un exemple, par exemple, de la plus grosse modification, Ah bah, le c'est truc. l'IA. Ouais, C'est l'IA. Pardon, hein, là, ouais. j'enfonce une porte ouverte, mais c'est incontestablement l'IA. Avec non, c'est pas tout à fait une porte ouverte. C'est l'IA, mais l'IA appliquée. Ouais. Appliquée à quelque chose de précis, de déterminé et qui apporte une valeur d'application. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on parle d'insight, on parlait de consumer insight, on arrive à, grâce à l'IA, à aller très très vite vers des insights qui sont actionnables, pas vers des informations dont on ne sait pas quoi faire, ce qui peut être beaucoup le cas dans l'usage de l'IA. Aujourd'hui, on utilise l'IA, mais finalement, c'est pas. Il y a des tas de gens qui ne savent pas exactement pourquoi. Là, on sait exactement pourquoi. C'est absolument fascinant. Je pense que c'était le gros frein, hein, à mon avis. Le gros frein du développement interne du social listening, c'était le rapport pas actionnable du tout, quoi. Le rapport qui remontait en haut à la hiérarchie et qui me remontait juste des métriques d'engagement. Ok, très bien, nos posts ont bien marché, mais où tu voyais pas forcément la valeur ajoutée pour le décideur final. Et ça, j'ai l'impression qu'avec l'IA, tu lisses le niveau moyen et tu vas augmenter, je trouve, la pertinence des recos. Je sais pas si tu partages Ouais, ça. oui, à une nuance près. C'est-à-dire qu'auparavant, moi, je pense que quand même, ça avait une valeur et ça avait une valeur d'actionnabilité, mais que ça demandait, en fait, un travail d'analyse humaine assez important. Il y avait tout ce défrichage, pardon, qui aujourd'hui est fait par l'IA, qui était à faire et qui était laborieux, et les entreprises manquaient très, très fréquemment de collaborateurs et de spécialistes pour faire ces analyses, manquaient de bande passante, ou ne savaient pas qu'il fallait faire ces analyses parce que, voilà, il fallait aussi, imaginer, il fallait aussi être créatif, pour penser à ça, et donc ça pêchait, mais un petit peu finalement, par manque de moyens, manque de connaissances, parce que le social listening, depuis toujours, quand même, pouvait apporter vraiment des choses très intéressantes. Voilà, c'est pour ça que Et je nous, pense d'ailleurs que chez l'influence, vous étiez bon là-dedans. Il y oh, avait très ce, bon. il y a- on en discute souvent avec Mhm. Adrien. On a l'impression qu'on est presque les seuls de l'industrie à pas être passé par l'influence. T'as un vrai héritage, je trouve, d'anciens de l'influence qui sont un peu partout aujourd'hui, qui sont bon, certains encore chez Meltwater, mais aussi chez l'annonceur ou chez d'autres, où tu vois vraiment l'impact, je Ouais. trouve, que cette boîte a eu dans Ouais, l'industrie en France. oui, pardon, parce que, on a toujours eu un pôle insight très fort chez nous, donc un pôle études. On est vraiment sur une société qui est hybride avec, d'une part, la plateforme, hyper puissante, nourrie par l'IA, avec vraiment des équipes d'ingénieurs qui sont super, moi je trouve super forts, super pointus, et je vous expliquerai comment on travaille avec eux, parce que c'est aussi un des éléments qui est clé dans la force, je pense, qu'on peut proposer. Mais on a toujours eu ce pôle à côté Insight, avec des équipes, et des équipes qui sont dédiées à des industries, hein. Donc avec des analystes, des research managers, des directeurs de verticale. On a un directeur de verticale FMCG, un directeur de verticale sur les services, un sur le luxe, donc qui connaissent hyper bien leur domaine, qui connaissent hyper bien la plateforme, qui travaillent avec des analystes qui permettent justement de faire des études qui sont très puissantes sur différents types de sujets, qui soient des analyses de performance jusqu'à des détections de tendances. Et je pense que, donc, pour répondre à ta question, le social listening a toujours permis d'avoir des insights actionnables à partir du moment où on y consacrait du temps. Et maintenant, on a moins de temps à y consacrer, ou plus exactement, on peut consacrer son temps à aller encore plus loin. C'est ça qui est chouette. Ok. Et tu parlais des tendances. Quelles sont pour toi les plus grandes tendances 2025, peut-être auxquelles tu as pu être confronté en 2025, ouais, sur cet aspect-là? Les plus grandes tendances, tu veux dire En Consumer Insight. en consumer insight, mais en usage, c'est bien si tu veux dire en usage, ou moi j'ai toujours du mal à répondre sur la question des grandes tendances. Alors,
on pourra dire, enfin, la grande tendance, c'est l'IA. Mais je ne suis pas sûre de Mmh. bien répondre à ta Non, question. moi, Et c'était plus, tu vois, sur certains secteurs. Par exemple, tu citais le secteur du luxe. Quelles sont les grandes tendances, tu vois, là, en termes de consumer insight que vous avez pu remonter, où tu te dis: «Tiens, ça, c'était vraiment frappant», par exemple, ça a ben, vraiment touché tout le secteur? si on prend le secteur du luxe, on a Ouais, la grande tendance qui est le questionnement sur sa valeur, hein, ouais. et sur sa légitimité et sa pertinence. Donc ça, c'est un vrai point, je pense, qu'on peut considérer en 2025. Pour moi, c'est la tendance dans le domaine du luxe. Après, on a toutes les tendances qui découlent en fait euh, de la situation difficile Mmh. dans laquelle on est, des situations extrêmement anxiogènes au niveau géopolitique, qui amènent des questionnements, qui amènent heu, je trouve pas mon mot, heu, du manque de confiance, par rapport aux choses, et ça s'applique après à tous les domaines et je crois, à tous les secteurs. Tout est remis en cause. Les gens n'ont plus confiance dans les politiques, plus confiance dans les sociétés, plus dans les quand je dis les sociétés, les entreprises, plus confiance dans leurs prochains. Pour moi, c'est les grosses tendances et qu'on voit après se décliner par industrie et par On en parlait même un petit peu avant, ce lien, hyper, évident entre, consumer insight et gestion de la crise. Justement, moi, je voulais t'entendre un petit peu sur ce sujet, parce que ça permet de faire le lien justement avec ces mouvements un peu géopolitiques. Comment tu abordes le sujet toi de ton côté? Nous, on aborde le sujet, on essaye de l'aborder avec le plus de recul possible et le plus, en amont possible. Parce que plus on l'aborde en amont, plus on évite la crise. C'est une évidence. Donc, aujourd'hui en social listening, on peut comprendre en fait, soit globalement, soit par communauté, quels sont les topics qui intéressent, quels sont les topics qui interpellent, quels sont les topics qui inquiètent, quels sont finalement les reproches qui sont faits aux industries en sens général ou à certaines entreprises en particulier. Et ça permet à l'entreprise d'éviter justement d'aller sur des terrains soit qui vont être anxiogènes, heu et qui vont pas créer un climat de confiance, un climat, je dirais presque cocoon à l'égard de l'entreprise qui va conduire finalement les consommateurs ou les citoyens à se rapprocher d'elle d'une façon presque inconsciente, et puis ça permet d'aller sur des terrains complètement scabreux. On sait aujourd'hui, par exemple, que tout ce qui est réappropriation culturelle et tout ça, c'est ultra dangereux, c'est ultra sensible. Bon, eh ben, ça permet aux entreprises de faire hyper gaffe dans l'innovation de produits ou dans la communication qui est faite par rapport à ces sujets-là, voire pour les RP, de travailler des lignes éditoriales qui soient précisément adaptées, sans faire de... Et là, je suis pas en train de parler de faire du greenwashing ou quoi que ce soit, de façon extrêmement sincère. Parce que ça, par rapport aux tendances, c'est un point qui est Ouais, essentiel. Aujourd'hui, l'entreprise doit s'afficher sincère, hein, doit s'afficher honnête. Elle n'a pas besoin de s'afficher super impeccable surtout. En revanche, il y a une faille sur la loyauté, l'honnêteté et la ça paye. citoyenneté de l'entreprise, là, c'est pas très bon. Et tu conseillerais que sur ce rapport à la confiance, tu conseillerais quoi à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont eux-mêmes social analystes ou en poste de direction dans un grand groupe? Tu leur conseillerais quoi pour faire prendre conscience à leur décision, à leur hiérarchie, que les données qu'ils transmettent, eux, sont de confiance, que les données des publications sur Internet, sur les réseaux sociaux, ont une vraie valeur pour mieux comprendre ça. Parce que ça, c'est vraiment, je pense, c'est un des pain points qu'on retrouve le plus. C'est parfois il y a une défiance. Il y a une défiance entre le manager qui est habitué à ses sondages d'opinion, à ses calculs de brand equity un peu plus
traditionnelle et qui, aujourd'hui, doit de plus en plus intégrer Tu ces conversations numériques. as tellement raison et il y a effectivement des aujourd'hui non, il y en a de moins en moins quand même, hein, des francs social listening. Qu'est-ce que je Tu trouves? dirais? D'une part, il y en a moins, oui, oui, il y en a moins. Le social listening a quand même gagné ses Parce que toi, au lettres de début, noblesse. c'était vraiment, Ah, il y a un moment, oui, c'était les réseaux sociaux. En gros, c'était le petit jeu, avec lequel leurs enfants, Ouais. s'amusaient et les emmerdaient parce qu'ils étaient en permanence sur leur téléphone. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose et les réseaux sociaux, ils sont vraiment, vraiment considérés. Et là, je peux pas citer de nom, mais je sais que parmi nos clients, au plus haut niveau, c'est-à-dire le plus haut niveau qu'on puisse imaginer, ils veulent tous maintenant des données qui proviennent des médias sociaux pour avoir justement des tendances et une connaissance de leur perception de marque, de leur perception d'industrie, etc. Ça, franchement, maintenant, il y en a plus beaucoup qui ne sont plus à l'écoute de ça. Ou alors ce sont vraiment des gens qui habitent dans des igloos, c'est pas possible parce que, enfin, c'est vraiment de notoriété, publique que ça a une vraie valeur. Alors, qu'est-ce que je dirais pour répondre à ta question? C'est une data, ce sont enfin une data, c'est-à-dire ce sont des expressions qui sont absolument spontanées, et qui donc sont sincères, de la part des gens qui les émettent. Quand vous posez une question sur un sondage, classique, heu, qu'est-ce que tu aurais enfin, c'est un peu une question, old fashion, mais si par hasard il t'arrive d'allumer la télévision à 20h, qu'est-ce que tu regardes? Tout le monde va te dire: «Ouais, Arte», tout ça. Alors que tu sais mmh, très bien qu'il y a la plupart des gens qui regardent encore la télévision sont sur TF1. mmh, Je parle pas de notre microcosme, mais dans l'absolu, en bien France. sûr. Et comme par hasard, il y a beaucoup qui regardent Arte. Moi, j'ai été vachement surprise. Je donne une petite anecdote, c'est très rigolo. Un jour, je suis, dans Paris et je me fais interviewer par TF1 sur le fait que je fais du vélo dans Paris, puisque je circule en vélo, comme vous savez. Et je réponds, c'était marrant et je passe aux 20h de TF1. Alors ça, on va retrouver l'extrait, hein. Ça, Alors alors là, on va pas le rater je celui-là. passe aux 20h de TF1. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui m'appellent et dans l'année qui a poursuivi, le nombre de gens, y compris la caissière de J'ai de tout, je vais acheter mon chocolat en gros, et cetera, qui me dit: «Ah, je vous ai vu à la télé». C'était incroyable. Donc tout ça pour dire que bon, c'est la puissance de TF1, mais d'un autre côté, quand vous regardez les études, il y avait beaucoup la puissance apparaissait beaucoup moins. Bon, c'est un peu old fashion ma métaphore, hein, je suis d'accord. Mais tout ça pour dire que, la réponse qui est donnée à une question qui est clairement posée, va jamais être totalement sincère. Parce que on va vouloir donner une image de ce qu'on a envie d'être ou de ce qu'on pense qu'il faut être. Sur les réseaux sociaux, c'est spontané, c'est immédiat, c'est sincère. Donc ça, c'est un premier point, qui est vraiment très, très important. L'autre point qui est extrêmement important, c'est une donnée qui est en temps réel. Et aujourd'hui, on est dans une ère qui est tellement l'ère de l'immédiateté. Bah, tout de suite, là, il faut que les choses se fassent, on réfléchit pas, on s'en fout. On y va, on y va, on y va. On émet des messages. Eh ben, on a besoin aussi de coller à la réalité. Sinon on est anachronique, ça marche pas, quoi. Donc voilà. Bah, pour moi, c'est 2 points forts et puis après, le troisième point fort, évidemment, je peux pas ne pas l'exprimer, c'est que, quand on travaille avec des plateformes comme la plateforme de Meltwater, nous, on a une plateforme qui est globale, donc qui va capter de la data dans le monde entier. On a une puissance de structuration de la data, à la fois par l'intelligence artificielle, mais par l'expertise humaine également. Donc, on a un très fort travail qui est fait aussi en bac par les humains qui guident l'intelligence artificielle et puis qui après, évidemment, éventuellement la recadrent si c'est nécessaire, hein, parce que l'intelligence artificielle, elle n'est pas non plus une fin en soi à tous les niveaux, qui fait que, franchement, les insights qui sont sortis ou les enseignements ou les metrics ou les KPIs, ils sont sacrément carrés. Alors, un point,
attention, je mets une petite nuance. Il faut pas penser, quand je dis ça, que il faut regarder tous les postes, poste par poste. Non, on parle en milliers de postes, en centaines de milliers de postes, en millions de postes. Il faut considérer aussi des masses. C'est un point qui est extrêmement clé. Mais franchement, c'est aujourd'hui, mais je ne sais pas si j'ai encore beaucoup d'entreprises à convaincre. C'est une data qui est extrêmement puissante et extrêmement valable, heu et de confiance. Est-ce que tu penses que ce changement qui s'opère, parce qu'avant, les militants qu'on pouvait retrouver sur certains enjeux sociétaux, c'était vraiment niché. Là, vraiment, maintenant, en fait, il y a une prise de pouvoir de la part de la population sur les réseaux sociaux qui deviennent, en fait, tu parlais de masse, qui deviennent, en fait, des militants en termes de masse sur certaines marques. Moi, je le vois, enfin, je pense à ça notamment, aux différentes actions qu'il y a eu, cet automne, tu vois? Avec, l'ensemble des jeunes, les mouvements qu'il y a eu sur les réseaux sociaux qui ont mené à des chamboulements géopolitiques comme tu as pu en parler, que ce soit au Maroc, au Népal. Est-ce qu'on n'est pas face, en fait, à ce changement démographique qui a finalement des changements d'habitude de consommation de l'espace numérique et qui, risque justement de tout chambouler au sein des entreprises si elles font pas attention à cette analyse-là? Oui, ça peut toucher les entreprises. Aujourd'hui, ça touche beaucoup plus le secteur, voilà, politique, géopolitique, Mmh. et cetera. Ça peut toucher les entreprises à partir du moment où elles donnent lieu à ça. Elles ont une attitude où elles prennent des initiatives qui le permettent. C'est pas d'ailleurs forcément des initiatives négatives. Ça peut être des initiatives positives, mais mal communiquées, donc mal comprises ou mal interprétées, qui peuvent donner lieu, et c'est pour ça que l'écoute sur les réseaux sociaux est hyper importante, qui peuvent donner lieu à un espèce d'effet boule de neige, heu, qui part d'incompréhension. Donc oui, ça peut toucher aussi les entreprises. Après, c'est encore plus fort sur le domaine géopolitique. Et là, moi, je ne vais pas parler de ce sujet-là parce que franchement, je ne suis pas qualifiée pour. Mais il y a le gros, gros sujet de la désinformation et des fake news. Moi, qui me glace terriblement. Moi, je pense que la guerre, elle est là, et je pense qu'on est en guerre aujourd'hui. On dit on n'est pas en guerre. Oui, on n'est pas, par bonheur, on n'est pas en guerre comme les 2 premières guerres, mondiales qu'on a pu vivre, au siècle dernier. Mais on est dans une autre forme de guerre, et la guerre de l'information, pour moi, est ultra, ultra, ultra dangereuse. Mais là-dessus, moi, franchement, je connais pas plus que ce que ce constat que je fais et qui m'inquiète. Donc je veux pas en parler. Après, au niveau de l'entreprise, oui, il peut y avoir ce risque, en effet, et c'est pour ça qu'il faut avoir une attention quand on est en entreprise, heu, très, très importante, et via les réseaux sociaux, sur l'impact de ce qu'on exprime, heu, sur les communautés, et la façon dont on l'exprime. Le constat, il est même fait, enfin, en ce moment, il y a le président de la République qui fait le tour de France justement sur le sujet de la désinformation avec des enfin, je pense que ce constat, il est même, fait, au plus haut niveau. C'est vrai, on va voir après ce qui en découle, hein, bien sûr, mais ouais, super Mais intéressant. quel levier on a contre ça? Honnêtement, je ne sais pas. On verra. Vraiment, je sais pas, parce que autant moi, je vis, en fait, hein, toutes les évolutions technologiques, dont on parle, qui ont un impact sur mon métier de façon très positive, parce que ça a un impact sur mon métier, que mon métier, c'est apporter de la valeur aux entreprises. Et moi, personnellement, mais comme tout le monde sûrement, comme tout le monde dans la boîte, je suis particulièrement attachée à cette valeur. Donc, moi, je suis dans une logique, positive, formidable. Mais on le sait, tout ce qui peut être de façon exponentielle, positif, peut hélas être de façon exponentielle négatif. Ah, Donc, il y a des initiatives, mais c'est vrai je pense que là, bon, ça ne regarde que moi, mais on n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu, quoi. Quand on voit le budget de Viginium qui, pour ceux qui connaissent pas, sont chargés entre autres de vigiler les conversations et les tentatives d'ingérence, numérique.
on est à des années-lumière des budgets d'entités similaires aux US. Je veux bien Bah, croire. c'est le jour et la nuit, quoi. Donc je pense que à date, on n'est pas encore à la hauteur de l'enjeu. Comment tu t'y prends, toi, par exemple? Parce que nous, ça nous est déjà arrivé aussi, c'est client ou une personne que tu accompagnes qui te dit oui, mais regardez ce tweet ou regardez cette publication qui est de manière évidente de la désinformation et qui en fait n'arrive pas à se détacher de cette publication et qui se dit mais c'est un peu une tâche sur mon image. Comment en fait tu arrives un peu à les rassurer sur ces sujets parce que peut-être qu'on n'a pas les moyens de contrer la désinformation, mais on y est confronté tous les jours, notamment quand sur du social listening, quand on accompagne des clients qui nous remontent bah, en fait, OK, 90 de positif, mais j'ai 10 comment tu traites, en fait, ce sujet avec eux? Là, on leur dit: «Il faut le considérer». Mmh. C'est-à-dire que, heu, on peut pas dire: «C'est de la désinformation, je m'en fous». Enfin, Mmh. au contraire, quoi. C'est ce qui est le plus dangereux et finalement, ce qu'il faut le plus considérer pour essayer d'amoindrir son impact, d'exprimer, mais sans prendre de risques, parce que c'est vraiment très, très sensible et vraiment très subtil, que c'est de la désinformation. Et là, il y a des spécialistes, il y a vraiment des boîtes qui sont très, très fortes, hein, là-dessus, dans ce genre de démarche, pour justement, hem, rester, rester intègre dans l'image qu'on donne, enfin intègre, c'est-à-dire enfin intègre par rapport à sa propre réalité. C'est quelque chose d'important. Pour nous, on dit ouais, prêter extrêmement attention à ça. C'est ça, ces 10 dont tu parles, vont peut-être faire 100 ou 90 de l'image qui reste dans l'esprit des individus. Peut-être, hein, ça dépend des cas évidemment. Donc ouais, moi je dis qu'il faut faire très attention. Souvent, il y a de la frustration. C'est-à-dire qu'ils aimeraient répondre, mais en même temps, ça donnerait, encore plus d'amplification au message. Donc il y a un peu un truc de: «OK, je le reporte, je le surveille et qu'est-ce que j'en fais concrètement?» Souvent, il y a ce petit last mile qu'ils n'arrivent pas à trouver, quoi. Moi je pense que ça dépend des cas. Moi je pense qu'il y a pas de règles, secrètes et cetera, tu vois? Nous, on a des clients qui souvent nous demandent, à partir de quand on doit considérer que c'est un bad buzz, de quel machin, de quel pourcentage et cetera. Moi, je dis: «Il y a pas de règle. Je suis désolée, je n'ai pas le Graal là-dessus». Ça dépend du sujet, du produit, du moment, de la région, et cetera, et cetera. Il y a un nombre de critères dont il faut tenir compte, par rapport à l'impact que ça peut avoir et le risque que ça peut générer, que 10 peuvent être gravissimes, comme 80 peuvent être pas très graves, hein. Puis après ça dépend aussi de la pérennité en fait de ces 10 si c'est un pic, ou si c'est, une tendance qui est vraiment plus forte, voire sur une courbe, grandissante. Donc, tu vois, il y a pas, tout varie. Mais là-dessus, moi franchement, je pense il faut d'une part travailler avec des spécialistes, et il y en a, mais pas avec des margolins, hein, pas avec des gens qui s'improvisent et voilà, vraiment avec des On veut spécialistes. des noms, là. Heu Je veux des margolins. et puis et puis moi, je vais vous dire une chose, alors qui peut-être, paraît étrange, il faut faire confiance à son intuition. Je pense que quelqu'un qui est engagé dans son entreprise, qui la connaît, qui est, intègre et loyal avec son entreprise, qui a un petit peu d'expérience, hein, évidemment, il le sait, ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit pas faire. Alors il faut qu'il se fasse accompagner, il faut qu'il fasse des double checks, il faut travailler en gros projet, très resserré, hein, c'est pas la peine d'avoir la terre entière, mais pour effectivement avoir des contrepoints et tout. Mais je pense qu'il faut aussi laisser l'intuition. Quand je dis intuition, c'est dans le fond un bon sens qui est structuré dans l'esprit de chacun par justement son expérience, sa connaissance, et cetera, hein. C'est pas une bonne étoile qui tout d'un coup, envoie le message, parfait. C'est pas ça. Mais je crois qu'il faut travailler comme ça, ouais.
Moi, sur un tout autre sujet, le Social Intelligence Lab recense plus de 200 outils de social listening. Si je caricature, il y en a allez, une dizaine qui vraiment permettent de remplir l'ensemble des cas d'usage d'un grand groupe. Meltwater en fait partie. Euh, je me mets à la place de quelqu'un qui découvre le milieu. C'est extrêmement difficile de faire sa sélection d'outils. Ça, c'est indéniable parce que globalement, les outils se ressemblent et il y a des avis pour et contre. Si tu devais trouver un aspect différenciant pour Meltwater, euh, lequel serait-il? L'accompagnement. L'accompagnement des clients. Je pense que là-dessus, on est vraiment très fort. À la fois, un accompagnement très spécialiste d'experts sur la structuration de la data. Là, on a vraiment des gens qui sont, vraiment très forts et avec tout un environnement qui va derrière, support, et cetera, pour être très, très réactif et puis, l'accompagnement, là, je prêche un petit peu pour ma propre paroisse, mais je crois qu'on est vraiment très fort là-dessus. L'accompagnement des clients dans la compréhension justement du social listening, de l'outil, de ce qu'on peut en faire et de comment, on peut le faire. Et puis, à cet accompagnement s'ajoute, j'en parlais tout à l'heure, le pôle d'insight, le pôle insight chez nous, d'études donc, qui va permettre aussi d'accompagner les clients à faire leur propre rapport ou à tirer leurs propres insights s'ils n'ont pas chez eux les experts pour le faire ou la bande passante pour le faire. Et je voudrais rajouter une autre chose et qui est, je crois, une grande force chez nous, c'est que on a une collaboration, heu, les gens qui travaillent avec les clients, que ce soit les experts en structuration de data ou les personnes comme moi qui les accompagnent au long cours et d'une façon plus globale, avec les ingénieurs et avec les gens qui travaillent sur le produit. Pour qu'on ait justement un lien entre les attentes de nos clients et ce que le produit, ce sur quoi le produit travaille pour améliorer la plateforme. C'est-à-dire qu'on n'a pas un travail finalement d'amélioration de la plateforme qui va être une amélioration de la plateforme et des fonctionnalités euh, pour faire plaisir aux ingénieurs, pour présenter des prouesses ou des performances technologiques. L'idée, c'est vraiment d'apporter toujours de la valeur. Ça, je pense, voilà, pour moi, c'est des points qui sont absolument clés. Et après, je ne vais pas parler de tout ce dont on parle habituellement, peut-être dont les autres parlent aussi, qui sont la performance sur la data globale, monde entier, des fonctionnalités, l'IA, enfin, on en a parlé tout à l'heure, etc. Tu leur parles aux ingénieurs parfois? Il y a Mais tout le des... temps, Ah ouais. mais tout le Ils temps. sont, ils sont sur place? Enfin, il y a une partie? Ouais. Ah oui, ok. Ah mais bon, alors il y en a beaucoup qui sont aux États-Unis, ils se regroupent beaucoup, ils se rencontrent beaucoup, mais moi qui suis une fervente, défenseuse, je sais pas, du travail, sur place, dans les bureaux et cetera versus le télétravail, Avec Nathalie, heu pas de télétravail? et non, quasiment non, pas juste en ce moment parce qu'il fait très froid, mais qu'il y a de la neige, mais que je peux pas aller en vélo à mon bureau. Non, non, sérieusement, moi, je vais au bureau tout le temps et je suis installée vraiment au sein de l'équipe des ingénieurs et bon, je peux leur poser des questions et cetera, mais le but est pas de les déranger, c'est pas pour ça que je suis là, mais de les entendre, de déjeuner ensemble, de partager nos interrogations professionnelles et cetera. Bien sûr que c'est un point super important et comme ça, eux, ils connaissent parce je suis pas toute seule, hein, à aller au bureau et sinon ça n'aurait pas de sens. Mais voilà, par exemple, on déjeune tous ensemble et il y a des gens qui gèrent des clients, il y a des gens du pôle insight, il y a des ingénieurs et tout et on parle pas que de boulot, mais on parle aussi de nos questionnements, de ce sur quoi on est en train de travailler, etc. Et ça nous nourrit les uns les autres. Et moi, je suis auprès des gens de l'IA
qui sont ici à Paris, qui travaillent avec les gens qui sont aux États-Unis et qui sont partout dans le monde. Je travaille à côté du produit, etc. Et c'est franchement, mais c'est super constructif, enthousiasmant, joyeux aussi, parce que c'est chouette de discuter avec d'autres métiers, ça ouvre vraiment l'esprit. Ouais, on travaille vraiment beaucoup avec eux. Et puis après, et il y a plein d'initiatives corporate, dont là je ne vais pas parler, mais d'organisations d'entreprises, etc., qui font que justement le produit, il est vraiment très proche du besoin, et du besoin sur tous les personas qu'on touche, que ce soit la com, le marketing, l'innovation, la recherche, les relations publiques, les médias. Bah, merci beaucoup Nathalie, c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Avec joie. Pour la toujours, deuxième hein. fois, on attend la Bah, troisième. j'attends la troisième fois avec Jamais grand 203. intérêt, parce que là, je trouve que Je sais pas j'avais si- encore plein de choses à raconter, moi. Je sais pas si on arrivera à faire plus de vues que la première fois parce que c'était. Ouais, énorme. ça a décollé. Aïe, j'ai la pression là. Là, et on se voit vite. Ah bah avec plaisir pour la troisième fois. À très vite. On prend À date. très vite. Ouais. À très vite. Merci beaucoup. beaucoup à vous. Au revoir, Nathalie. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Nous sortons un épisode tous les mercredis. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous aimeriez voir pour la suite. À très bientôt.